Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de notre propre biologie pour explorer ce qu'on appelle l'équilibre hydroélectrolytique. Ça sonne un peu technique, mais en fait, c'est comme si on gérait un écosystème intérieur, un monde incroyablement complexe où l'eau est vraiment l'élément central qui maintient tout en vie. Quand on pense au corps humain, on imagine tout de suite les os, les muscles, les organes, mais si on se posait la question d'un point de vue purement chimique, la réponse serait peut-être assez surprenante. De quoi est-ce qu'on est majoritairement fait, au fond? Eh bien, voilà la réponse. En moyenne, un adulte est composé à 60% d'eau en termes de poids. C'est énorme. Ce n'est pas juste une petite partie, c'est vraiment l'ingrédient principal de notre corps. Et ce chiffre est encore plus fou chez un nouveau-né, où ça peut monter jusqu'à 75%. D'accord, donc on est principalement fait d'eau. Mais à quoi sert toute cette eau au juste? C'est là que notre idée d'écosystème prend tout son sens. L'eau n'est pas juste un remplissage passif, elle joue des rôles super actifs et essentiels à chaque seconde de notre vie. On peut voir ça sous trois grands angles. D'abord, sur le plan mécanique, l'eau, c'est notre système de transport interne. C'est un peu comme une rivière qui va livrer les nutriments à nos cellules et qui emporte les déchets. Ensuite, chimiquement, c'est le milieu où toutes les réactions vitales se produisent. Sans eau, pas de réaction, donc pas de vie. Et enfin, d'un point de vue physique, c'est le solvant universel qui dissout presque tout, des sels aux protéines, tout en aidant à réguler notre pH. C'est vraiment la base de toute notre chimie interne. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que cette eau n'est pas du tout répartie de manière uniforme. Et le contraste est juste saisissant. Les muscles sont littéralement gorgés d'eau, jusqu'à 82%, alors que le tissu adipeux, la graisse quoi, en contient très très peu. Et ça a une conséquence directe. La composition du corps d'une personne va énormément influencer sa quantité totale d'eau. Pour bien gérer cette ressource vitale, le corps l'a organisée en plusieurs réservoirs. On les appelle des compartiments. Mais attention, il ne faut pas imaginer des poches complètement étanches. Ce sont plutôt des espaces connectés et l'eau circule sans cesse de l'un à l'autre. Et voilà la division principale. C'est loin d'être du 50-50. La très grande majorité de notre eau, à peu près les 2/3, se trouve à l'intérieur même de nos milliards de cellules. C'est ce qu'on appelle le liquide intracellulaire. Tout le reste, donc le dernier tiers, se trouve à l'extérieur. Et si on zoome sur cette partie à l'extérieur des cellules, on voit qu'elle se divise encore en deux. La plus grosse partie, c'est le liquide interstitiel. C'est une sorte de soupe nutritive dans laquelle toutes nos cellules baignent. L'autre petite partie, c'est le plasma, c'est-à-dire la base liquide de notre sang qui circule partout dans nos veines et nos artères. Ok, on a nos réservoirs. Mais attention, tout ça, ce n'est pas du tout statique. C'est un système hyper dynamique avec des entrées et des sorties d'eau en permanence. Et pour rester en bonne santé, le bilan doit être à l'équilibre, chaque jour. Ce tableau, il résume parfaitement ce bilan quotidien. Du côté des entrées, des apports, on gagne de l'eau en buvant et en mangeant, logique, mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'on en fabrique nous-mêmes, environ 300 millilitres, juste avec notre métabolisme. Et côté perte, eh bien on en perd constamment par la peau, en respirant, un peu via la digestion, et le reste est ajusté très finement par les reins, qui vont réguler la quantité d'urine pour que la balance reste toujours parfaite. Mais comment le corps s'assure que l'eau est bien répartie entre tous ces compartiments? C'est simple, il obéit à deux lois physico-chimiques, deux règles d'or, qui ne sont absolument pas négociables. La première règle, c'est l'isotonicité. Le mot a l'air compliqué, mais l'idée est simple. Imaginez deux pièces avec une porte qui laisse passer l'eau. Si une pièce devient plus salée, plus concentrée que l'autre, l'eau va se déplacer naturellement vers la pièce la plus concentrée jusqu'à ce que les deux côtés aient exactement la même concentration. C'est ce qui se passe en permanence entre nos cellules et le liquide qui les entoure. Deuxième règle, tout aussi importante, la neutralité électrique. Dans chaque compartiment, l'équilibre électrique doit être parfait. Le nombre total de charges positives, qu'on appelle les cations, doit être exactement égal au nombre total de charges négatives, les anions. Pas de déséquilibre possible. Et c'est là qu'on tombe sur un truc génial. Même si chaque compartiment est électriquement neutre, il n'utilise pas les mêmes joueurs pour y arriver. À l'extérieur de nos cellules, le grand patron des charges positives, c'est le sodium. Mais à l'intérieur, c'est le potassium. Et cette séparation, ce n'est pas un détail. C'est absolument crucial pour des fonctions vitales comme la transmission de l'influx nerveux ou la contraction de nos muscles. Alors, comment on fait pour savoir si toute cette belle mécanique interne fonctionne bien? En médecine, on a des outils, notamment des analyses de sang, qui sont un peu comme le tableau de bord de notre état d'hydratation. L'outil numéro 1 pour ça, c'est l'ionogramme. Le nom fait un peu peur, mais en fait, c'est juste une prise de sang qui va mesurer la concentration des ions les plus importants, comme le sodium et le potassium. C'est un peu comme si on recevait un rapport détaillé sur la santé de nos fluides corporels. Et sur ce rapport, voilà une valeur phare, la natrémie.
c'est-à-dire la concentration de sodium. Dans un corps en bonne santé, elle doit rester dans une fourchette très très étroite. Et comme le sodium est le cation principal à l'extérieur des cellules, cette valeur est un indicateur hypersensible de notre état d'hydratation. Et maintenant, comparé avec le potassium, regardez la différence. Sa concentration dans le sang est beaucoup plus faible. Ça, c'est la preuve directe de ce qu'on disait tout à l'heure. La quasi-totalité du potassium n'est pas dans notre sang, elle est bien cachée à l'intérieur de nos cellules. Et pour finir, un autre chiffre super utile, c'est l'hématocrite. C'est juste le pourcentage de volume occupé par les globules rouges dans le sang. L'image est simple. Imaginez un verre d'eau avec du sable au fond. Si on enlève de l'eau du verre, la proportion de sable va sembler plus grande. C'est pareil ici. Si on est déshydraté, on a moins de plasma, donc le sang devient plus concentré et l'hématocrite augmente. Tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Entre la gestion des entrées et des sorties, le respect absolu des lois de la concentration et de l'électricité, on voit que notre corps travaille sans arrêt pour maintenir cet équilibre. On pourrait alors se demander, est-ce que cet équilibre, si vital, est finalement super fragile ? Eh bien, la réponse se trouve dans l'incroyable et constante capacité de régulation de notre organisme.